Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, deux remarques liminaires. La première, c'est que on a préparé avec Jean-Pierre Pervès nos interventions de façon indépendante, et donc vous aurez beaucoup de transparents qui se ressemblent, puisque c'est appuyé, vu comme moi, pas mal sur le rapport récent de la Cour des comptes. Donc je passerai rapidement lorsqu'il y aura des redondances. La deuxième observation, c'est que vous avez un document qui reprend les transparents importants. J'en ai quelques-uns en plus, mais les transparents importants, vous les avez, c'est pour économiser le papier que je n'ai pas tout de suite. Alors, le point important, et là je pense qu'il y a un consensus, c'est qu'aujourd'hui on peut dire le carbone, voilà l'ennemi. Mais où on commence à diverger, c'est sur la deuxième partie de la phrase, parce que là il ne faut pas se tromper de combat. L'électricité française, ça a été rappelé, très largement décarbonée, et donc si le rôle des renouvelables, c'est de remplacer du nucléaire, c'est coûteux, pour trois raisons. La première, c'est parce que les aides, et la Cour des comptes a bien montré, les aides sous forme de prix d'achat garanti sont très élevées, mais le coût est parti maintenant, et comme le rappelait tout à l'heure Jean-Pierre Pervès, le total des engagements déjà pris s'élève pour le futur, dans les années 2040, à 121 milliards d'euros en monnaie actuelle. Et alors évidemment, il y a des réformes en cours, heureusement, et on va modifier le système d'aide aux renouvelables, d'autant qu'elles en auront a priori de moins en moins besoin. La deuxième idée, c'est qu'il faut s'assurer que l'injection de renouvelables n'exerce pas un effet d'éviction sur le nucléaire. Si l'injection de renouvelables remplace des énergies thermiques qui émettent du CO2, c'est bien. Si c'est pour remplacer du nucléaire, c'est un effet d'éviction. Alors, je m'appuierai pour cela sur une étude que j'ai menée avec un collègue sur les données de 2015, toutes les données horaires de 2015. On a tendance à dire complémentarité nucléaire renouvelable, c'est vrai, mais certains parlent de flexibilité du nucléaire. La flexibilité du nucléaire, on l'a observé, c'est de l'ordre de 20 gigawatts sur les 63, c'est pas mal. Mais derrière le terme politiquement correct de flexibilité, parfois c'est plutôt d'éviction. Ça ne veut pas dire que les renouvelables remplacent systématiquement du nucléaire. Ça veut dire que dans certains cas, elles remplacent du nucléaire, et à ce moment-là, on peut s'interroger sur le bien fondé. La troisième observation, c'est que l'injection de ces renouvelables à coût marginal nul, c'est logique, puisque de toute façon le coût variable est nul, et elles sont rémunérées dans le système actuel par l'intermédiaire de prix d'achat garanti, donc les coûts fixes sont pris en charge par des taxes. Eh bien, l'injection massive de ces renouvelables exerce une diminution en Europe sur le prix gros de l'électricité, sur les marchés spot, et par conséquent, ça compromet le renouvellement du parc. Vous me direz, c'est pas dramatique pour l'instant, puisqu'on est en surcapacité électrique en Europe. Mais lorsqu'on voudra investir, c'est pas avec les prix du marché que l'on pourra investir. Alors, on s'en est rendu compte quand même, puisqu'on a mis en place dans tous les pays européens, y compris en France, à partir de 2017, ce qu'on appelle un marché de capacité, qui a précisément pour objet de financer les coûts fixes. Le marché dit énergie only, c'est-à-dire le marché gros de l'électricité, ne permet plus de financer les coûts fixes et les coûts variables. Il ne permet de financer que les coûts variables et une partie des coûts fixes. Et par conséquent, pour financer les coûts fixes, il faut directement mettre en place un marché de capacité. Alors ça, c'est la première observation. La deuxième observation importante, c'est que si on veut accroître la part des renouvelables, et notamment du solaire, dans le mix électrique, il va falloir se préoccuper du stockage. Alors bien sûr, il y a les batteries. Alors nous, on a fait une étude sur un stockage sous forme de power to gas. Alors c'est un exercice. Bien évidemment, pour l'instant, ce n'est qu'un exercice. Et donc, on a fait des hypothèses sur le coût du stockage, on a fait du power to gas, et sur le coût du déstockage, parce qu'on fait l'hypothèse que quand il y a trop d'électricité qui ne se valorise pas, plutôt que de l'injecter sur le marché à prix négatif, il vaut mieux la stocker sous forme de méthane, power to gas, hydrogène, puis méthane, et puis l'utiliser ensuite pour, lorsqu'on en a besoin, refaire de l'électricité. Alors, il faut faire des hypothèses sur les rendements. On fait l'hypothèse qu'on n'utilise pas le méthane pour l'injecter dans le réseau gaz, mais qu'on le stocke pour pouvoir ensuite le retransformer en électricité. Alors, avec des hypothèses sur la part des renouvelables, sur le rendement du stockage, sur le coût du stockage, eh bien, on peut montrer que à l'heure actuelle, il y a une limite à la pénétration des renouvelables, ou alors il faut sensiblement améliorer le rendement du stockage des stockages. Alors,
Je reviens sur quelques rappels, mais là je vais passer très rapidement. Là, vous avez la structure du mix électrique en Europe. Vous observez, les pays sont classés par ordre décroissant, vous l'avez pas fait ça, sont classés par ordre décroissant de la part du charbon. Alors évidemment, le champion de toute catégorie, c'est la Pologne, l'Allemagne, etc. Et vous voyez, la France est tout en bas. En fait, bien évidemment, nous, on a la chance d'avoir un mix très largement décarboné, un mix électrique très largement décarboné. Je rappelle, mais ça a été rappelé aussi tout à l'heure, que si on regarde la France et l'Allemagne, en Allemagne, à l'heure actuelle, la part du charbon et lignite, parce qu'il faut mélanger les deux, c'est 40%. Sur ce graphique, c'est des chiffres de 2014 ou 2015, je ne vois plus, c'est 42%. Ça a un petit peu baissé, ils sont à 40%. Donc, n'oublions pas que le mix électrique allemand est à 40% fondé sur du charbon ou du lignite. Ensuite, il y a du gaz pour 9%. Il y a très peu de pétrole, comme dans la plupart des pays européens. Et donc, les renouvelables, si on les additionne toutes, on est aux alentours de 35-36%, mais le charbon reste dominant. Alors que la France a la chance d'avoir un mix très largement décarboné grâce au nucléaire et à l'hydraulique. N'oublions pas l'hydraulique. Si on regarde maintenant les émissions de CO2 par kilowattheure, et ça c'est, je dirais, un fait assez bien connu, là on voit que le charbon, évidemment, le kilowattheure fait le charbon est le plus gros émetteur, suivi du gaz, et puis les renouvelables comme le nucléaire sont très très peu émetteurs, je dirais, c'est bien connu. Si on regarde maintenant les émissions de gaz à effet de serre imputables à la consommation d'énergie dans la plupart des pays, on voit que la France est très bien placée, précisément grâce à l'électricité. Parce que la situation au niveau du transport et au niveau du bâtiment est à peu près la même dans tous les pays, en revanche européens. En revanche, ce qui fait la différence, c'est évidemment l'électricité. Alors, ce graphique est intéressant parce que il montre, je dirais qu'il y a un potentiel, et ça a été rappelé, il y a un potentiel important de pénétration des renouvelables en dehors de l'électricité, dans la production de chaleur et dans le secteur du transport. Et donc, au lieu de se focaliser sur l'électricité, et la Cour des comptes le rappelle, c'est un document qui est issu du rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes le rappelle, il faut faire porter l'effort sur le secteur du bâtiment et sur le secteur des transports. Alors, le scénario, je dirais sur le long terme, qui est retenu par la PPE, alors c'est là aussi repris dans le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'aujourd'hui on va baisser la part du nucléaire et faire monter la part des renouvelables, eh bien, à l'horizon de 2030, aux alentours de 40-44%, ça dépend des scénarios. C'est intéressant de comparer ce document avec les conséquences qui étaient présentées dans le rapport Énergie 2050 de la commission que j'ai eu l'honneur de présider, et c'était en 2012, dans le gouvernement, une commission qui avait regardé différents scénarios à l'horizon 2035-2040. Officiellement c'était 2050, mais comme on était très prudent, on avait dit que c'était en 2050, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'il y a trop d'incertitudes économiques. Et donc on avait étudié plusieurs scénarios, et je dirais à ce moment-là, l'idée de baisser à 50% avec les hypothèses de l'époque faisait que, bien sur le plan environnemental, on émettait plus de CO2 parce qu'on faisait l'hypothèse qu'il y avait quand même recours, par la force des choses, à du thermique, dans la mesure où il n'était pas possible de faire confiance qu'aux renouvelables en l'absence d'un stockage performant. Et deuxièmement, que c'était relativement coûteux parce que la solution la moins coûteuse, c'était en effet de prolonger la durée de vie des réacteurs actuels. Alors, ça, c'est un tableau qui montre le coût, à l'heure actuelle, coût complet des différentes formes d'électricité. C'est un document, là aussi, de la Cour des comptes, à partir d'une source, je dirais, qui est une source ADEME, qui montre quand même que l'éolien, notamment l'éolien en mer, le photovoltaïque pour les particuliers, c'est relativement élevé, avec des hypothèses qui sont des hypothèses relativement réalistes, un taux d'actualisation relativement élevé, certes, de 8%. Donc on voit que, à ce moment-là, comparé par exemple au nucléaire, je rappelle que le nucléaire actuel, on est aux alentours de 50 € le mégawattheure. La Cour, dans un de ses rapports, disait que ça pouvait aller, dans certaines circonstances, à 60 €. Je ne parle pas du nucléaire nouveau, je ne parle pas des Clean Point, qui est au-delà de 100. Alors l'autre question, c'est de savoir s'il y aura du nucléaire
troisième génération qui sont en dessous du 100, mais ça c'est une autre question. Mais si on regarde le nucléaire actuel, on est plutôt aux alentours de 5 ans. Alors le nucléaire amorti, on est en dessous. La preuve, c'est que la REN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, est fixé encore à 42 euros par mégawattheure. Alors quel est un peu le problème aujourd'hui qui est posé? C'est qu'on est obligé de tenir compte du coût du backup lié à l'intermittence, du phénomène qu'on appelle le phénomène de switching de la courbe de charge et de l'existence de prix négatifs à certains moments. Alors il y en a de moins en moins parce qu'on gère un peu mieux maintenant la courbe de charge. Le coût du backup, c'est le coût de l'intermittence. Ça veut dire qu'il faut garder en réserve, les Allemands le voient bien, il faut garder en réserve des centrales, souvent d'ailleurs des centrales thermiques, des centrales à gaz ou éventuellement au charbon en Allemagne, pour faire face à l'intermittence. Alors la solution alternative, bien sûr, c'est le stockage. Le problème du switching, c'est un problème assez, je dirais, assez classique, c'est le fait que quand on injecte du renouvelable supplémentaire, comme le renouvelable a un coût variable nul, comme l'hydraulique au fil de l'eau, eh bien, ça fait chuter le prix sur le marché de gros. Ça fait ce qu'on appelle un déplacement, une translation vers la droite de la courbe du merit order, puisque les centrales sont appelées en fonction du coût marginal. Et donc, à certains moments, on peut aller jusqu'à des prix négatifs, c'est-à-dire que les producteurs sont obligés de payer un acheteur pour qu'il débarrasse le marché d'un produit devenu, je dirais, encombrant. C'est un phénomène connu en économie, quand les producteurs bretons d'artichauts ont trop d'artichauts, parfois ils suppriment une partie des artichauts pour éviter la chute des courbes. On fait pareil, simplement au lieu de supprimer physiquement la production d'électricité excédentaire, on trouve quelqu'un qui est payé pour vous l'acheter. Bon, alors en général c'est les Suisses parce qu'ils ont des stations de pompage qui permettent de monter l'eau au sommet de leur montagne, ils returbinent aux heures de pointe pour prendre toute la vie. Mais donc, j'allais dire, ils bénéficient à la fois au niveau de l'achat et au niveau de la revente d'un avantage. Et donc, ces prix négatifs sont apparus dès 2009. Je rappelle qu'en Allemagne, en 2009, il y a eu des prix négatifs jusqu'à moins 500 euros le mégawattheure. Il y en a eu en France, il y en a eu pas très récemment, enfin, il y en a eu il n'y a pas très longtemps, moins important comme prix négatif, mais ça peut arriver. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est ça, là aussi, ça a été rappelé, c'est que eh bien, les montants estimés de l'aide aux renouvelables le surcoûtent, puisqu'il y a des prix garantis qui sont au-delà des prix du marché. La différence entre le prix garanti et le prix du marché est financée par une forme de taxe, ça s'appelle la CSPE, maintenant une partie est fiscalisée, la TICPE, alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ça revient au même. Ça veut dire qu'il faut payer à peu près en surcoût de l'ordre de 5 milliards d'euros par an. Donc, c'est pas négligeable. Alors, vous me direz que les Allemands, c'est pire, puisqu'ils sont à 23-24, mais nous, c'est quand même un chiffre relativement important. C'est le consommateur, bien sûr, qui paye cette différence. Alors, ça, c'est le fameux rapport, mais je le reprends, puisque Jean-Pierre Pervers l'a montré, c'est le rapport de la Cour des comptes qui dit les 121 milliards, c'est ça, c'est la somme cumulée des engagements pris. Ce qui veut dire que ça ne tient pas compte des engagements nouveaux qui pourraient être pris, bien évidemment. Alors, je rappelle aussi, et c'est important, que la structure du prix de l'électricité pour un consommateur final, alors j'ai pris un consommateur domestique, elle a évolué au cours des différentes années. Depuis 10 ans, on voit l'évolution de la structure. La part de l'énergie dans le prix TTC payé par un consommateur final, elle est passée de 43 à 36%. La part des réseaux est passée de 39 à 30%. Alors qu'est-ce qui a monté? C'est la part des taxes, qui est passée de 18 à 34%. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, quand on achète de l'électricité, il y a 3 tiers. Un tiers, c'est vraiment le kilowattheure. Un tiers, c'est les réseaux, c'est logique d'ailleurs. Ça doit augmenter un petit peu. Mais le principal tiers, enfin presque le principal, puisqu'il est à 34 ou 36, un gros tiers, c'est quand même les taxes. Et les taxes, c'est les aides renouvelables. Alors on le voit sur le cas allemand. Voilà le prix de l'électricité en France ou en Allemagne pour un ménage en 2017. Alors c'est un prix moyen, puisque vous savez qu'il y a des prix différents suivant les heures. Le français, disons, paye à peu près 17 centimes d'euros, avec la structure que je viens d'indiquer. Quant à l'allemand, il paye plutôt 30 centimes d'euros. Et donc, vous voyez que la structure n'est pas la même, mais la part de soutien aux renouvelables est relativement importante, ce qui explique un prix plus élevé. Ça ne veut pas dire que la facture payée par l'allemand est nécessairement beaucoup plus élevée. Les Allemands consomment moins d'électricité. D'ailleurs, ils ont globalement des bâtiments un peu plus efficaces que la moyenne française, et puis ils en consomment un peu moins pour le bâtiment en particulier, mais ça veut dire que quand ils achètent un kilowattheure,
ben, il le paye nettement plus cher que le français. C'est pas vrai pour l'industriel. On a fait une étude avec le Karlsruhe Institute of Technology où on montrait justement que les Allemands ne sont pas fous. Ils savent très bien protéger leurs industriels, et notamment les électro-intensifs, mais aussi les autres industriels. Ils sont exonérés de beaucoup de choses, et par conséquent, c'est le ménage allemand qui paye. Mais comme le consommateur allemand est prêt à payer pour sortir du nucléaire, pour l'instant, je dirais qu'il ne se plaint pas trop, mais c'est tout à fait son droit. Alors ça, c'est évidemment, c'est un peu pour le fun, hein. C'est une petite étude qui met une corrélation économétrique entre la part des renouvelables dans le mix électrique et le coût payé par un consommateur final TTC. Alors vous voyez, plus la part de renouvelables augmente, plus le prix augmente. Bon, alors la réponse, elle est simple, hein, sur le plan économétrique, pays par pays, la réponse c'est que c'est la part des taxes qui fait la différence, hein, bien évidemment, puisque quand il y a beaucoup de renouvelables qui sont aidés, par définition, vous avez un prix qui est nettement supérieur. Alors, ça c'est pour montrer le prix du marché de gros. Le prix du marché de gros, on le voit, il est relativement faible aujourd'hui, puisqu'on est aux alentours de 35, 40, des fois un peu plus, euros le mégawattheure. Et normalement, à ce prix-là, il n'y a pas d'investissement nouveau qui passe. Donc ça, c'est simplement l'idée qu'aujourd'hui, on a des prix de gros qui sont insuffisants pour rémunérer des investissements nouveaux. Alors, l'idée quand même, c'est que il faudrait taxer le fossile, ce serait la meilleure solution. Si on mettait une taxe carbone sur un prix du carbone qui soit plus élevé par une taxe ou par un prix sur le marché ITS, le marché des quotas en Europe, plus élevé, on pourrait remplacer déjà le charbon par le gaz. Il y a un seul pays qui a eu le courage de le faire, c'est l'Angleterre. L'Angleterre a un prix plancher de carbone à peu près aux alentours de 30 euros le mégawattheure, et par conséquent, ils font de la substitution entre le charbon et le gaz. Le gaz remplace le charbon. Il y avait un projet français, mais ça a été montré, il y a eu une étude très intéressante de la chaire économie du climat, qui a montré que si on le faisait seul en France, on se tirait une balle dans le pied, ça ne servait à rien, parce qu'avec les interconnexions avec l'Allemagne, eh bien, on était pénalisé, en fait, on allait importer l'électricité allemande. Donc il faudrait que ce soit entre la France et l'Allemagne, ou du moins dans l'ouest de l'Europe, qu'on puisse mettre en place un prix plancher du carbone pour pénaliser l'électricité la plus carbonée, en l'occurrence l'électricité charbon. Mais comme vous le savez, les Allemands ne sont pas très chauds pour augmenter le prix du carbone. Alors ça, c'est une des études dont je vais parler. C'est une étude qui a été menée sur, je leur donne juste le résultat, une étude qui a été menée sur l'année 2015, une étude horaire sur les 8760 heures de l'année, une version remaniée en anglais, vient de paraître d'ailleurs dans l'Energy Journal, une revue américaine, hein, internationale. On essaye de voir les subventions croisées, c'est-à-dire les transferts de richesses entre producteurs, consommateurs, suivant qu'il est producteur, qu'on est producteur d'électricité conventionnelle ou producteur de renouvelables. Alors, pour faire simple, pour dire les choses rapidement, si sur l'année 2015, alors on regarde qu'est-ce qui a été injecté comme renouvelable, et on regarde quelle a été la baisse du prix imputable à l'injection de ces renouvelables. Toutes choses égales par ailleurs, on fait l'hypothèse que c'est la même demande, etc. Donc ça veut dire que les producteurs d'électricité conventionnelle, c'est-à-dire aussi bien nucléaire que fossile, en France, ont perdu de l'ordre de 2,7 milliards d'euros. C'est un manque à gagner puisque l'injection d'électricité à coût marginal nul fait qu'on a observé en moyenne une chute des prix sur le marché gros. Bon, alors évidemment, ça a été compensé par le fait que si ces mêmes producteurs d'électricité nucléaire ou fossile sont producteurs d'électricité renouvelable, ceux qui perdent d'un côté, ils peuvent récupérer au moins en partie de l'autre, hein, bien évidemment. Donc on voit qu'à ce moment-là, ce sont ceux qui sont producteurs d'électricité renouvelable qui gagnent, je dirais, du fait de cette injection, et on voit que le consommateur, lui, a priori, il est perdant, parce qu'évidemment, le consommateur final, lui, va payer l'équivalent de la CSPE. Alors vous allez me dire, oui, mais le prix du marché de gros a baissé, donc ça devrait faire baisser en partie le prix de l'électricité. Le problème, c'est que ce qui gagne d'un côté, il le perd de l'autre, puisque si ça fait baisser un peu le prix de l'électricité, certains peuvent en profiter. Par exemple, les gagnants dans cette affaire, on l'a montré, c'est les gros industriels dont la CSPE est plafonnée. Alors eux, ils sont gagnants parce qu'ils voient un prix du marché de gros baisser et ils sont plafonnés au niveau de la CSPE. Mais un consommateur domestique, par exemple, s'il gagne au niveau, il est en offre de marché, il gagne au niveau du prix gros, il perd au niveau de la taxe, c'est-à-dire au niveau de la CSPE. Donc, c'est intéressant d'observer les transferts qui sont liés à ça. Donc, il faut avoir conscience que cette stratégie-là
a des incidences, a des conséquences sur, évidemment, les transferts entre producteurs. Ce qui ne veut pas dire que les producteurs, par exemple, nucléaires, sont nécessairement perdants, parce que si, encore une fois, ils sont producteurs d'électricité renouvelable, ils sont gagnants sur un autre sujet. Alors, quelle solution retenir? Ben, la solution, c'est de modifier les mécanismes de soutien renouvelable. Bon, à l'heure actuelle, c'est d'ailleurs ce qui se passe, puisqu'on abandonne progressivement les feed-in tarifs, les prix d'achat garantis, au profit des feed-in premium, c'est-à-dire au fait qu'un mécanisme qui fait que celui qui injecte de l'électricité sur le marché de gros est payé au prix du marché de gros, donc il connaît le prix, mais qu'il a une aide supplémentaire sous forme d'une subvention directe, qui peut être, elle, modulable assez facilement. Parce que le prix garanti, son inconvénient, c'est qu'il est fixé pour 15 ans, même si parfois il est un peu dégressif. Tandis que là, l'aide, elle peut être ajustée assez régulièrement. Et puis l'autre mécanisme qui de plus en plus se substitue à ça, c'est le système des appels d'offres. Donc les premiers qui d'ailleurs ont modifié le système, c'est les Allemands, parce qu'ils ont fini par se rendre compte qu'il fallait quand même, devenir raisonnable et modifier le mécanisme d'aide renouvelable. La deuxième solution, bien sûr, c'est de stocker l'électricité excédentaire, soit sous forme de batterie, soit sous forme de power to gas, mais pour l'instant, c'est relativement coûteux, les raisonnements qui existent. Encourager l'autoconsommation. Alors l'autoconsommation, ça permet en quelque sorte que chacun est conscient de ce que ça coûte, et donc il va produire que s'il est prêt, à supporter le coût existant. Donc encourager l'autoconsommation, mais il faut savoir que ça aura un impact sur les réseaux, évidemment, parce que l'autoconsommateur aujourd'hui, s'il continue à être connecté au réseau de distribution, ce qui est en général son cas, puisqu'il souhaite en cas de défaillance pouvoir compter sur le réseau, il faut savoir qu'il paye le réseau en fonction de l'électricité soutirée, et non pas en fonction de la puissance garantie. 80% en fonction de la quantité d'électricité soutirée, et 20% en fonction de la puissance garantie. Donc comme il soutire peu, il participe peu au coût fixe du réseau. Raison pour laquelle il faut changer la tarification du réseau, la tarification d'accès au réseau de distribution, et faire passer plutôt la réservation à 80% et le soutirage à 20%. Il faut modifier la structure, sinon c'est les gens qui n'auront pas de photovoltaïque sur leur toit qui vont payer pour les autres. Bon, alors pour l'instant c'est marginal, mais c'est une question qui mérite réflexion. Alors l'autre solution, c'est de mettre en place un mécanisme de capacité, c'est ce qu'on a fait. Comme le marché énergie en ligne ne suffit pas à financer les CAPEX, eh bien on est obligé de mettre en place ce marché de capacité, un mécanisme assez complexe qui garantit que les investissements, les centrales seront disponibles sur de pointe et on rémunère pour ces centrales. Alors là on a essayé de voir, dans une étude récente qui n'est pas publique encore, on va la faire publier, mais pour l'instant, ça a été un gros travail, puisque on a regardé avec des simulations. Alors, c'est un exercice académique, bien évidemment, mais en faisant l'hypothèse suivante. Supposons que sur l'année toujours 2015, on réduise la part du nucléaire à 50%. Donc, on fait 50% de nucléaire, et ce qui manque, c'est des renouvelables. C'est un mix, uniquement un mix solaire éolien. Avec une stratégie de savoir si c'est plus solaire ou plus éolien. Donc il va y avoir un paramètre important, c'est la part du solaire dans le mix solaire-éolien. Et donc on suppose que la demande ne bouge pas, que le profil d'injection pour les renouvelables est le même, c'est-à-dire que là où il y avait tant de solaire, on en fait un peu plus, puisqu'on suppose que le même jour il y avait autant de soleil. Et donc on va simplement, je dirais, faire par ici une augmentation du mix solaire éolien. Et alors ensuite, on va supposer que quand il y a trop de soleil ou trop d'éolien, on fait du power to gas, et avec des hypothèses sur le rendement et sur le coût. Et lorsqu'on en a pas assez, on va commencer en priorité par utiliser ce gaz pour faire du gas to power. Alors évidemment, le point important, c'est l'hypothèse sur le rendement de ce stockage des stockages, et puis sur le coût de ce stockage des stockages. Alors on a été quand même, je dirais, pas excessif dans les hypothèses, puisqu'on a fait l'hypothèse que le nucléaire était à 70 € en moyenne, avec un nucléaire qui varie entre 42 la reine et 110, c'est Hinkley Point, hein, c'est le contrat pour différence des Anglais, et on a pris les ENR en moyenne à 60, avec un minimum à 50, et un 70 au maximum, sortie centrale, bien évidemment. Donc, on va faire 27 scénarios, on a 2106 études de cas, de simulation, mais on a 27 scénarios, 3 hypothèses sur la part du
photovoltaïque dans le mix photovoltaïque éolien, 3 hypothèses sur le rendement de la filière power to gas, 3 hypothèses sur le rendement de la filière gas to power. Et alors, in fine, on aboutit au fait que sur la base des chiffres de 2015, chiffres horaires, eh bien, le coût, surcoût, sous forme de stockage, varierait entre 6,3 milliards d'euros et 31,6 milliards d'euros. Alors, vous allez me dire, ça fait quoi par mégawattheure injecté de renouvelable? Ça fait 35 à 178 euros par mégawattheure de renouvelable. Donc, la fourchette est très large. C'est-à-dire, en plus des, je dirais, des 60 euros qu'on paye pour le mix renouvelable, il faudrait rajouter 35 euros pour le stockage. Dans certains cas, il faudrait rajouter 178. Alors ça prouve quoi? Ça prouve simplement que ça dépend beaucoup du rendement du stockage. Donc la conclusion du papier, c'est de dire, si on veut dépasser 30%, le chiffre un peu fatidique c'est 30%, si on veut dépasser 30% de renouvelables dans le mix électrique, il faut absolument faire porter l'attention sur le stockage. C'est-à-dire qu'il faut améliorer les rendements du stockage. Si on n'améliore pas les rendements du stockage, je dirais c'est extrêmement coûteux comme système. Donc c'était un peu ça, je dirais, la conclusion du papier qui montre que finalement, il ne faut pas... L'hypothèse là, c'est que le renouvelable n'évince pas le nucléaire, puisqu'on fait l'hypothèse qu'on a 50% de nucléaire. Mais si on tient compte des 2 études qui ont été menées, la première, c'était quand même que dans certains cas, le renouvelable évince le nucléaire, ce qui, sur le plan de la logique économique, n'est pas bon, je ne justifie pas. Et la deuxième hypothèse, c'est que si on veut développer au-delà d'un certain seuil le renouvelable et notamment le soleil, le solaire, ça suppose qu'on améliore très fortement le stockage, le rendement du stockage, des stockages par la filière power to gas. Alors quelles sont les interrogations majeures pour demain? C'est par là que je terminerai. C'est que la première interrogation importante, c'est que le système actuel de marché de gros fondé sur les coûts marginaux ne peut pas durer. Ah oui, parce qu'on ne peut pas continuer, d'ailleurs on s'en rend bien compte, on ne peut pas continuer à avoir un marché qui fonctionne avec un prix toutes les heures, fondé sur les coûts marginaux, si la part d'électricité à coût marginal nul augmente. Si je pousse le raisonnement à la limite, le jour où il y aura 100% de renouvelable, à coût zéro, il n'y a plus de marché. Donc il faut évidemment trouver un autre système. D'ailleurs, on l'a en partie trouvé, puisqu'on a mis en place un mécanisme de capacité. Alors, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est qu'on accuse souvent le nucléaire de fausser la concurrence. D'ailleurs, c'était le point de départ de, je dirais, de la mise en place de l'ARENE, puisqu'on a dit, EDF a un avantage au départ dans la course à la compétition entre producteurs d'électricité, puisque EDF a du nucléaire amorti. Donc il faut mettre en place un mécanisme d'ARENE pour permettre à ceux qui n'ont pas la chance, à l'époque on disait ceux qui n'ont pas la chance d'avoir nucléaire, de pouvoir se sourcer, je dirais, sur l'ARENE. Et en même temps, on veut supprimer, je dirais, cet avantage. Donc il y a une contradiction interne entre dire le nucléaire fausse la concurrence parce qu'il est trop bon marché, et en même temps, on veut réduire la part du nucléaire. Alors, une troisième question qui me paraît importante, c'est, j'ai un peu évoqué, c'est comment financer les réseaux de transport-distribution avec un poids croissant de l'autoconsommation et de la production locale. Au fond, aujourd'hui, il y a une tendance très forte qui consiste à dire qu'il faut faire de l'autoproduction, autoconsommation, des réseaux locaux, des petits réseaux à l'échelle de la ville, de l'agglomération, éventuellement on peut aller jusqu'à la région. Et donc on oublie les bienfaits du foisonnement, on oublie les bienfaits de l'interconnexion. Et surtout, ça remet en cause non seulement les réseaux interconnectés, mais ça remet en cause les énergies centralisées. La production centralisée d'électricité, je dirais, aura du mal, qu'elle soit fossile ou pas d'ailleurs, nucléaire ou thermique, elle aura du mal à subsister si on considère qu'il faut faire des mini-réseaux. Donc il y a un peu cette observation. Aujourd'hui, on ne regarde pas suffisamment à long terme les conséquences du développement de la production très décentralisée avec toutes les contraintes que ça engendre. Alors, tant que ça reste marginal, c'est pas dramatique, mais je pense que le rôle du politique, c'est peut-être de raisonner un peu à la limite et d'anticiper les conséquences. Alors, l'autre élément, et qui me paraît important dans la PPE, c'est qu'aujourd'hui, on fait l'hypothèse, un peu dans tous les scénarios, que la demande d'énergie, et notamment d'électricité, va rester stable, voire baisser. Et en même temps, on veut développer la mobilité électrique à grande proportion. Bien sûr, il y a de l'efficacité énergétique, mais quand on voit les difficultés à faire de l'efficacité énergétique dans le bâtiment du fait des inerties ou dans les transports, il faut quand même envisager l'hypothèse où la demande d'électricité puisse augmenter. D'ailleurs, dans le rapport Énergie 2050 de 2012, nous, on avait fait l'hypothèse que la demande d'électricité augmentait modestement, mais qu'elle augmentait. Et puis le dernier point qui me paraît quand même important quand on parle des renouvelables, il faut quand même ne pas oublier que le progrès technique, ça joue.
et ça a joué indiscutablement, les économies d'échelle aussi pour les renouvelables. Il n'y a pas de raison que ça ne joue pas pour le nucléaire. Et par conséquent, il y a aussi des incertitudes technologiques importantes dans le domaine du nucléaire. Il y a les EPR, et bon, si on en fait à plus grande échelle, le coût peut baisser. Il y a l'EPR nouveau modèle. On peut aussi avoir des perspectives avec les nouveaux réacteurs, il y a des solutions alternatives, et donc faire l'hypothèse que le nucléaire est figé, qu'il n'y a pas de progrès technique et qu'il n'y a pas d'autres solutions à terme, c'est peut-être une hypothèse, je dirais, très réductrice, dans la mesure où il suffit de regarder ce qui se passe à l'international, que ce soit en Russie, en Chine ou ailleurs. Et donc, ça me paraît important de raisonner, je dirais, en tenant compte d'un potentiel de progrès technique qui n'est pas négligeable dans ce domaine aussi.